Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette seconde vidéo de l'anneau unique. Dans la première, nous avions présenté la création du personnage, au bit de la comté. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus profondément dans la mécanique, de manière très succincte. On ne va pas faire une très longue démonstration, mais juste pour que vous compreniez les principes de base, comment marche la motorisation de ce jeu. Alors, déjà, pour commencer, on va parler des dés. Alors, normalement, quand on joue à l'anneau unique, il faut des dés spéciaux. Ils sont aujourd'hui très difficiles à trouver, c'est pas faute de les avoir cherchés, même sur le marché de l'occasion c'est très difficile, mais il est très aisé de s'en sortir avec un D12 et des D6. Alors, on va commencer par parler du dé du destin. Le D12 c'est le dé du destin. Voilà. Alors, jusqu'à de 1 à 10 c'est un dé tout à fait normal. Voilà. À partir de 11, il faut se rappeler que c'est le symbole de l'œil de Sauron. C'est-à-dire, c'est un échec. En gros, c'est une maladresse, un échec critique. Voilà. Le 12, c'est la rune de Gandalf. Voilà. C'est sûr, là, c'est un 12, mais non, c'est beaucoup plus joli. Un petit dessin, une petite rune dessinée. La rune de Gandalf, ça correspond un peu à la réussite critique. Voilà. Ça, il faut s'en souvenir quand on joue. Parce que c'est très important, c'est-à-dire que le 11 c'est un échec, quoi que vous ayez réussi comme résultat au dé, et le 12 par contre c'est une réussite critique, même si vous avez échoué, ça fonctionne quand même. Les dés de 6 sont appelés dans le jeu les dés de maîtrise. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire que normalement, du 1 à 3, les chiffres sont dessinés, il n'y a juste que le contour, ils ne sont pas noircis. Les chiffres 4, 5 et 6 sont noirs, hein, et le 6 est noir, mais accompagné d'une petite rune, qui est la rune de Tengwar. Alors, on va voir comment ça marche. Rapidement, le 1, le 2 et le 3 ne sont pas pris en considération si votre personnage, quand il effectue l'action, est fatigué. Donc, on ne prend en considération que le 4, le 5 et le 6. Le 6, la rune de Tengwar, rajoute les degrés de réussite. Voilà. C'est-à-dire que en fonction, si vous n'avez pas de rune, c'est une réussite tout à fait normale, si vous arrivez à ce qu'on va voir là. Plus vous avez de runes de Tengwar sur vos dés, plus la réussite est forte. C'est-à-dire que c'est un niveau de degré de réussite, de la réussite jusqu'à la réussite extraordinaire qui vous donne des points. Voilà, là on a vu à peu près comment ça marche. Donc on va faire une petite démonstration. Imaginons que ton hobbit il a envie de négocier avec quelqu'un, de le persuader de l'accompagner dans une aventure périlleuse, mais il va falloir que tu lui présentes ça de la meilleure des façons. Alors qu'est-ce que tu utiliserais comme compétence pour cela? Il n'y a pas discussion? Non, je pense que le mieux, le plus, c'est la persuasion. Persuasion, voilà. Je cherche persuasion. Voilà. Alors, persuasion, c'est une compétence commune d'esprit. C'est-à-dire que c'est assez simple. Vous avez dessous les compétences qui dépendent de la tribu. Voilà. Donc, c'est pour s'en rappeler, c'est simple. Maintenant, par exemple, persuasion, tu veux faire un test de persuasion, tu vas prendre le dé 12. Le nombre de degrés de maîtrise que tu as, 2D, voilà. Il y a plusieurs types. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a deux types. Il y a la manœuvre et il y a le test. La manœuvre, c'est le joueur qui propose le test. C'est-à-dire, c'est lui qui veut faire quelque chose. Il dit, je veux tenter, par exemple, tu m'aurais dit, par exemple, je vois une personne et je veux tenter sur lui un test de persuasion. Ça, c'est une manœuvre et ça demande l'accord tacite ou enthousiaste de tes compagnons d'aventure. Si on n'arrive pas à trouver un accord avec les compagnons, etc., si ça reste incertain, le maître de jeu peut décider lui-même de dire bon, c'est bon, c'est vrai que c'est une bonne idée. Sinon, par exemple, si tout le monde est contre toi, tu dois tenter autre chose. Voilà. On reste toujours dans un système de compagnie, d'entraide, etc. L'anneau unique, c'est un jeu où on joue essentiellement un groupe d'aventuriers et soudés. Hein. Il peut y avoir des dissensions, comme dans la compagnie de l'anneau, mais le groupe agit ensemble. Il peut se trouver séparé aussi, mais en général, quand il y a un petit groupe réuni, ils parlent tous ensemble et ils réfléchissent tous ensemble. Donc le test de persuasion, c'est une manœuvre. Si moi, je t'impose un test de persuasion, ça devient un test. Alors, on n'est presque dans la sémantique, hein. Il y a peu de différence, mais par contre, si moi j'impose un test, les joueurs n'ont rien à dire. Voilà, par exemple, c'est ça la différence. Alors,
Le test de valeur de base, en général, c'est 14. Il faut lancer ce que tu as en main et faire 14 ou plus pour réussir le test. Évidemment, en fonction de la difficulté, je peux donner des difficultés supplémentaires. Par exemple, si tu es dans des conditions un peu compliquées, je peux dire que la difficulté est de 16. Si tu tombes, tu essaies de persuader ton petit hobbit, tu essaies de persuader un ogre ou qui qu'une envie c'est de te croquer, ça sera 16. Voilà. Et puis, dans le sens inverse, si tu essaies de persuader un hobbit qui est ton voisin de palier avec qui tu t'entends très bien, ça sera plus simple. Voilà. D'accord. Ça sera 10 par exemple. Voilà. Donc là, tu lances les dés, tout simplement. Ah, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir si tu y arrives. Alors, là, le jet est raté. Si c'est 3, 9. 14, difficulté, il manque 5 points. Alors là, ça tombe pile poil pour notre petite démonstration parce que le jeu, il n'y a jamais de deuxième chance. On ne relance jamais le dé. Dans l'anneau unique, c'est pas comme ça dans certains jeux où il y a on Cthulhu, où on peut retenter, etc. Ici, on ne peut pas retenter. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut utiliser son attribut. Par exemple, si là, à ce moment-là, tu as raté ton jet, mais tu veux impérativement convaincre ce personnage de t'aider dans ta quête. Donc, tu vas pouvoir dire, j'utilise mon esprit. D'accord, et je rajoute mon esprit. Tu rajoutes ta valeur d'esprit qui est de 5. Okay. On la voit ici, hein, elle est de 5. Ça ferait 9 et 5, 14. Ce qui suffit à réussir ton test. Par contre, il y a une contrepartie. Quand on utilise ce genre de choses, on perd des points d'espoir. C'est-à-dire on dépense de l'espoir. Par exemple, si on utilise son attribut, on utilise un point d'espoir. Donc tu descendrais de 17 à 16. D'accord. Voilà. Okay. En sachant que l'espoir, l'ombre pour l'instant il n'y en a pas, ça va venir plus tard, hein, on verra ça. En sachant que l'espoir c'est quelque chose de très important dans le jeu. Pourquoi ? Par exemple, on va utiliser autre chose. Là on a vu, tout fonctionne comme ça, même les combats. Le combat fonctionne comme ça. Tu vois, par exemple, tu as en épée courte la même valeur en degré de maîtrise. Tu as 3 dés par exemple. Tu vas lancer 3 dés pour toucher ton adversaire. En fonction de la résistance de l'adversaire, c'est le seuil de réussite. On parlera sûrement de cela dans une prochaine vidéo parce que le combat c'est vraiment un truc particulier et il faut vraiment s'y attarder. Et on va faire ça avec plusieurs personnages parce que comme c'est des combats de groupe, en général, il y en a un qui se met devant, un qui met derrière, etc. Il y a des combinaisons à faire pour équilibrer les chances de chacun. Maintenant, nous allons passer voir un petit détail de la règle, qui est l'utilisation des vertus. Alors, imagine que ton hobbit soit en train de fouiller dans un hangar où il y a plein de caisses, etc. Et il est en train de fouiller, quand soudain la porte s'ouvre et rentre à l'intérieur 2 ou 3 urukai qui ont senti ta présence. Voilà. La première chose que tu peux faire, c'est un test de discrétion. Voilà, par exemple, tenter un test de discrétion. Tu n'es pas trop mauvais en tant que hobbit, donc c'est ton dé de destin plus 3 dés de maîtrise. Voilà, c'est 3 dés ici, c'est ici. Donc tu vas lancer. On va dire que les urukai entendus à l'intérieur, ils sont un petit peu aux aguets, sur le qui-vive et tout. Donc on va remettre une difficulté de 15. D'accord. 15. Voilà, donc tu réussis ton test. Nous, évidemment pour la démonstration, on considère que tu le rates. Donc disons que tu as fait 8. Voilà, on s'arrange un peu. Donc tu as fait 8. Tu as toujours la possibilité de dépenser un point d'espoir et d'augmenter ton esprit, ce qui ferait que tu raterais quand même. Voilà. Maintenant, en regard des circonstances, tu peux demander au meneur de jeu, au maître de jeu, si tu peux utiliser ta vertu spécialiste hobby, qui est l'art de la disparition. Comment ça fonctionne ? C'est relativement simple. Il faut que tu te retrouves dans les conditions où la vertu peut être appliquée. Le prix est un point d'espoir, encore. C'est toujours le prix à payer. Alors, l'art de la disparition des hobbits, ça se prête exactement à la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire que quand quelqu'un pénètre dans le lieu où se trouve un hobbit, celui-ci peut utiliser son habilité à se cacher, etc., pour disparaître au regard des autres.
Voilà, pas besoin d'avoir l'anneau unique sur soi. Donc, toi, la vertu, c'est automatique. On n'a pas besoin de relancer les dés ou d'en faire. Tu aurais pu l'utiliser dès le début, hein, ne pas tenter le test de discrétion. Hein. Vaut mieux toujours le tenter puisque ça fait dépenser un point d'espoir. Mais tu aurais pu dire depuis le début, est-ce que je peux utiliser mon art de la disparition? À ce moment-là, tu disparais aux yeux des Urukai en te cachant bien derrière une caisse de vieux légumes. Et on considère que ton test de discrétion est totalement réussi. Voilà. Ok. Voilà, on a vu en gros tout ce qui concerne la mécanique des compétences. Alors n'oubliez pas, il y a les manœuvres et les tests, ce n'est pas tout à fait pareil. La manœuvre, c'est un test de compétences qui est proposé par le joueur parce qu'il sent une opportunité et ça doit être accordé par les autres joueurs, alors que le test est imposé par le meneur de jeu parce qu'il trouve que les circonstances se prêtent à une épreuve pour le personnage ou les personnages. Voilà. Pour ce qui est des combats, on verra ça un peu plus tard parce que, comme je le disais, c'est un peu plus. La mécanique est la même. Hein. On est dans le même système de dés de destin plus et de maîtrise, mais il va falloir travailler sur le groupe parce que en fonction, il y a les degrés d'exposition. Quelqu'un qui se met au premier rang, quelqu'un qui se met un peu en retrait, quelqu'un qui se met très en retrait, qui tire. Et en fait, en fonction de cela, ça ajuste les capacités de chacun pour optimiser leur chance. Voilà. Et ben voilà pour cette deuxième vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'anneau unique. La troisième vidéo, comme je vous l'ai dit, sera consacrée au combat. A bientôt. Au revoir.